Assurance vie, que faut-il faire en 2025? Eh bien, les experts sont là pour nous répondre. On est ravis d'accueillir Loïc Le Foll. Bonjour Loïc. Bonjour Fabrice. Vous êtes membre du COMEX chez AG2R La Mondiale, responsable de l'épargne patrimoniale. Et avec vous, on va voir les grands chiffres de l'assurance vie dans un instant qui ont été assez spectaculaires pour 2024. À vos côtés, Olivier Herbout. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes le cofondateur de Ramify. Donc Ramify qui est une plateforme digitale où on peut faire de l'assurance vie, à peu près toutes les assurances vie. Absolument, plateforme digitale, on est une alternative à la banque privée. Aujourd'hui, on a plus de 4000 investisseurs qui nous font déjà confiance, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des cadres supérieurs plus. Et ce qui leur a plu, c'est une digitalisation très très forte. Oui. On peut visualiser, on découvre, on peut investir, tout ça sur une et une seule app. On a aussi ce qui a plu forcément, c'est une expertise sur le domaine. Pourquoi nous on ne fait que de l'investissement, la différence des banques privées, mais on estime qu'on fait tout sur l'investissement. Et enfin, bien sûr, pour bien conseiller, en réalité, il faut tout avoir. Donc nous, par exemple, ce qu'il faut que ceux qui nous regardent ils comprennent, c'est nous, on a l'offre la plus large en private equity, en dette privée, plus de 70 fonds qui sont répertoriés de qualité institutionnelle. Et on n'a pas que ça, on a de l'art, on a du PER, on a des assurances vie françaises et on a bien sûr de l'assurance vie luxembourgeoise. Ah bah ça tombe bien, va on va en parler effectivement. Loïc, on démarre par cette très belle année 2024, des chiffres records, je crois que toute l'industrie est ravie de cette année. Alors, quelques chiffres, près de 30 milliards de collecte, c'est ce qui a été réalisé. C'est ça. Alors ça, c'est les chiffres, Fabrice, donc, qui ont été publiés par France Assureur. Donc 30 milliards, c'est la collecte nette au niveau, donc, de la France en épargne, en assurance l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est une année absolument record. Surtout, si on doit mettre ça en perspective par rapport à 2023, qui était, là, j'allais dire, une année un petit peu de sinistrose. Oui, on se souvient qu'à l'époque, on avait beaucoup de concurrence des dépôts à terme, des comptes à terme. C'est ça. Là, finalement, la baisse au niveau des taux, elle a allégé un peu la pression. C'est ça. 2023, donc on était avec des taux qui étaient très élevés. Donc effectivement, donc une concurrence, on va dire, mais normale, mais très importante des produits bancaires, dont les dépôts à terme. On était avec des produits donc début 2023 qui offraient plus de 4%. Donc notamment les DAT. Si on regarde donc en 2024, donc on a eu une baisse graduelle des taux et donc une baisse graduelle de cette concurrence et aussi également donc un retour de cette liquidité qui en 2023, on va dire, il y avait eu cette liquidité et cette abondance exceptionnelle dans les dépôts à terme et donc c'était généralement des dépôts à terme court terme, donc 12-18 mois, ce qui explique qu'en début 2024, une partie de cette liquidité est revenue dans le marché et a pu être captée en partie en tout cas par l'assurance vie. Et donc ça explique notamment donc, le succès de l'assurance vie en 2024. Je trouve ça assez rassurant. On dit souvent que les Français sont un peu nuls dans les affaires financières. Là, on voit qu'ils ont été opportunistes. Hop, on rachète finalement une partie de ces contrats, peut-être sans le fermer, et on met sur du 3,5-4% avec des choses un petit peu boostées. Et puis là, on revient tranquillement sur l'assurance vie. Est-ce que chez Ramify, vous avez vu ce même effet, Loïc en parlait, cette année, plus de collecte, moins de rachats? Absolument, nous, l'assurance vie, ça reste notre moteur principal, comme les moyennes effectivement de l'industrie. Nous aussi, c'est ce qui capte l'essentiel finalement des nouveaux encours de la part de nos investisseurs, que ce soit assurance vie française ou assurance vie luxembourgeoise. Énorme gain. Et nous, on a pu aussi le voir, on a ces comptes à terme qui ont subi une décollecte en faveur d'investissements beaucoup plus long terme, un peu plus risqués aussi, il faut le dire. Je suis assez d'accord avec vous, les Français, on leur tape souvent sur le doigt en disant qu'ils n'y connaissent rien en investissement. Moi, je vois depuis qu'on a créé Ramify, au contraire, une réelle amélioration sur ce sujet. Ouais. Du coup, l'assurance vie reste vraiment le placement préféré des Français. On arrive à pratiquement 2000 milliards d'encours, 1989 milliards. Allez, on fait encore un petit effort. Loïc Le Foll, on parle des unités de compte, juste pour finir sur cette partie. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pousser par les assureurs ces dernières années, avec des fonds euros boostés à condition d'être sur les unités de compte. Est-ce que les Français continuent à être investis sur des unités de compte ou s'en détournent pour mettre sur le fonds en euros? Alors absolument. Je dirais Fabrice que c'est une tendance de fond parce que donc là on parle d'assurance vie en épargne patrimoniale. Donc c'est vrai que si on parlait juste du retail, généralement le pourcentage investi
en fonds euros est plus important quand on parle d'assurance vie, retail, qu'en épargne patrimoniale. Maintenant, ayant dit ça, c'est vrai aussi que là, 2024 a été un petit peu particulier. Pourquoi ? Parce que donc les offres de fonds euros, et notamment avec des bonus sur primes, des bonus sur encours, ont fait que en 2024, une partie de la collecte a été un peu plus orientée vers les fonds euros. Maintenant, donc, on assiste à une baisse des taux, on assiste également à une baisse des bonus, et donc on va avoir un rééquilibrage et un virage à nouveau vers les UC, donc pour cet aspect d'assurance vie patrimoniale. Vers les unités de compte. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est assez différent. Quelles que soient les années, on est à plus de 80%, 90% de nos investissements en assurance vie qui sont en unité de compte. Donc c'est assez vite démarqué sur cet aspect diversification, sur cet investissement dans le marché notamment privé. Et en réalité, c'est ce qui plaît. C'est aussi pour ça que les gens vont nous voir. C'est pour cet investissement diversifié et plutôt risqué, en tout cas, si on compare ça avec les fonds euros. On vient chez Ramify finalement pour aller chercher des classes d'actifs un petit peu différentes, celles qui étaient réservées autrefois aux institutionnels. C'est ça, c'est une nouvelle façon d'investir, c'est-à-dire nous on a une grosse équipe de recherche on met beaucoup en avant, et avec cette diversification sur les classes d'actifs. Je pense que pour très très peu de Français, il est clair qu'il peut y avoir du private equity, de la dette privée, même dans l'assurance vie française. Et nous, on n'a pas attendu la loi industrie verte pour le faire. Il y a déjà 2 ans, on en proposait, que ce soit en dette privée ou en private equity. Oui, on va s'intéresser à l'assurance vie luxembourgeoise. Alors France-Luxembourg, en foot, l'affiche n'est pas forcément formidable, mais dans ce qui concerne les assurances vie, le Luxembourg a des atouts à défendre. C'est quelque chose que vous proposez, Olivier Herbouch et Ramify, cette assurance vie luxembourgeoise. Est-ce qu'on peut déjà, pour ceux qui nous regardent, en redéfinir un petit peu les contours et surtout les avantages par rapport à celles qu'on trouve en France ? Oui, bien sûr. Nous, effectivement, on en distribue et on en distribue même de plus en plus, notamment depuis l'été précédent. On y reviendra, j'imagine. Mais 3 gros blocs de différenciation d'un aspect positif, je dirais une beaucoup plus grande flexibilité au niveau des supports d'investissement. On parlait de l'investissement privé. En assurance vie luxembourgeoise, on peut quasiment investir dans tous les fonds, sous conditions, bien sûr, mais quasiment tous. On a aussi une énorme flexibilité au niveau de la fiscalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est quand même très rare pour un dirigeant, pour un cadre supérieur, que ce soit par le travail ou pour juste sa retraite, de rester dans un et un seul pays, en l'occurrence la France. Et c'est vrai que cette assurance vie luxembourgeoise permet de se déplacer et donc potentiellement, oui, on va à la retraite, on cherche un peu plus de soleil. Certains cherchent aussi une fiscalité un peu plus avantageuse. Et c'est vrai que cette assurance vie luxembourgeoise, en ce sens, elle est très très pertinente. Le dernier point, c'est aussi une sécurité accrue. On parle du triangle de sécurité. Oui, expliquez-nous ce fameux triangle de sécurité luxembourgeois. Le triangle de sécurité, oui, je vais aussi le comparer avec l'assurance vie française. Mais déjà, si on dit triangle, c'est qu'il y a bien sûr 3 parties dans ce mécanisme-là. Il y a le premier, l'assureur, donc par exemple AG2R La Mondiale. La deuxième contrepartie, c'est la banque dépositaire. Oui. Et enfin, le régulateur luxembourgeois. Ce qui se passe, c'est que là, les encours, ils vont être déposés chez la banque dépositaire. En quelque sorte, l'investissement du client n'est pas en réalité détenu par l'assureur, mais bien par la banque dépositaire. Le régulateur contrôle tout ça. Et donc, en quelque sorte, si l'assureur devait faire défaut, devait faire faillite, là où on pourrait avoir un risque en France, que les dépôts soient utilisés finalement en contrepartie de cette dette. Au Luxembourg, ça, c'est pas possible, ou en l'occurrence, les premiers remboursés seront les clients. Juste pour pas être dans une sinistrose complète, que ce soit au Luxembourg ou en France, ces probabilités de faillite d'assureurs, elles existent, mais elles sont quand même très très faibles. Et donc, il faut juste un peu mesurer. C'est aussi pour ça que nous, et on a travaillé avec AG2R La Mondiale pour sortir au Q1 cette assurance vie luxembourgeoise très spécifique, mais on offre au même prix une assurance vie luxembourgeoise qui offre plus de flexibilité et plus de sécurité. Donc si on peut le faire, pourquoi s'en priver ? Est-ce que c'est un produit réservé à une clientèle fortunée ? C'est ce qu'on entend souvent. Ça dépend comment vous définissez fortuné. Ce qui est clair, c'est qu'une assurance vie française, c'est à partir de 1 000 €. Une assurance vie luxembourgeoise, traditionnellement, c'est 250 000 €. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Mais, et justement, c'est ce qu'on va apporter pour le Q1 2025.
on a réussi à faire baisser ce ticket d'entrée de 250 000 à 100 000 euros. Donc ça ouvre les portes en réalité à énormément d'investisseurs français. Loïc Le Foll, je vous laisse réagir quand même à ce qu'on vient de nous dire du côté avantage Luxembourg sur cette sécurité. Rassurez-nous, c'est vrai qu'on est quand même assez sécure en France sur les avoirs, même si s'il n'y a pas ce même triangle de sécurité, cette ségrégation des fonds. Non, absolument. Alors tout d'abord, effectivement, hein, donc la description donc qu'a faite Olivier, donc j'ai écouté avec attention, mais c'était extrêmement, effectivement, donc extrêmement complet. Hein, donc là, j'ai rien à rajouter. Après, comme l'a dit aussi Olivier, hein, c'est vrai que le risque de défaut, il est effectivement, j'allais dire, relativement faible. Alors, une des raisons peut-être aussi pour rajouter, donc Olivier l'a mentionné, il y a la mobilité et la neutralité fiscale, hein, c'est-à-dire que il faut savoir aussi, parce que donc, parmi des fois les mythes, on peut penser que un client résident français souscrivant un contrat luxembourgeois va avoir peut-être une fiscalité différente. Allégé, oui. Mais c'est le cas ? Non, absolument pas. Donc c'est tout simplement, c'est la fiscalité du pays de résidence. Donc un résident français qui va avoir un contrat franco-français ou un contrat franco-luxembourgeois est soumis à la même fiscalité, à la même transparence fiscale. Hein. Donc dans les deux cas, donc les contrats sont absolument déclarés. Non, après, ça peut être en cas de mobilité. C'est-à-dire que un client français qui va se délocaliser à un moment donné, je ne sais pas, un entrepreneur va partir en Italie, au Portugal ou autre, à ce moment-là, avec un contrat luxembourgeois, il n'aura juste que la fiscalité de son nouveau pays de résidence qui va s'imposer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et autrement, peut-être pour rajouter à ce que disait Olivier, c'est souvent aussi des produits qui sont offerts au Luxembourg qui vont être multi-devises, banque dépositaire et potentiellement multigestionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est-à-dire que, donc, en tout cas, de mon avis, nous, ce qu'on voit, c'est que ça correspond à différents segments dans la clientèle de gestion patrimoniale. Donc, plus on monte en gamme, tout à l'heure je disais, plus effectivement on recherche aussi des UC, mais au Luxembourg aussi, plus on monte en gamme, plus quelque part on va avoir affaire à des clients qui vont chercher un certain degré de sophistication. Et dans une même enveloppe assurantielle, on peut avoir des clients qui vont dire, ben voilà, je veux par exemple avoir une partie de mes actifs déposés en France avec un gestionnaire en France et peut-être une partie j'allais dire, avec une banque dépositaire au Luxembourg ou en Suisse, avec un gestionnaire luxembourgeois ou suisse ou peu importe. Donc, c'est-à-dire que ça permet vraiment d'avoir un mix et qui, on va dire, protège d'une certaine façon les clients. Une diversification, c'est ça, dans la diversification. Bon, c'est vrai ça. qu'à partir d'une certaine somme, on a plus de moyens pour aller chercher d'autres solutions. Quel est le profil type que vous avez, ou chez Ramify par exemple? Quels sont les investisseurs qui se tournent vers cette assurance vie luxembourgeoise? Alors, assez naturellement, ce sont des chefs d'entreprise, des dirigeants, par exemple, pas plus tard que début de cette semaine. Moi, j'ai eu un entrepreneur de Toulon qui cherchait notamment, et je pense que c'est là où on se rend compte de la flexibilité, à placer une partie de ses parts d'entreprise dans cette assurance vie luxembourgeoise. C'est impossible dans l'assurance vie française. Donc c'est vraiment ce profil d'une personne qui a déjà réussi à établir un certain niveau de patrimoine, qui se rend compte de l'impact que ça va avoir de bien placer son argent dans un contexte fiscal, dans un contexte flexible, hyper intéressant. Et en ce sens, oui, beaucoup d'afflux de nouveaux clients qui se tournent vers une solution bien plus digitale qu'auparavant, parce que c'était un des freins, je pense, énormes par le passé, qui est de devoir remplir des bulletins de 60 pages qu'il faut signer à la main et discuter avec sa contrepartie. Voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur cette assurance vie française et luxembourgeoise. Alors, quelle assurance vie choisie en 2025 ? C'est l'objet du débat.